Voilà. On va aussi élever nos pensées vers Dieu notre Père. Intelligence suprême, cause première de toute chose, créateur de l'univers et de tous les êtres qui peuplent l'univers, et d'une infinie justice et miséricorde, qui, pour nous aider sur notre chemin d'évolution, nous met à disposition des esprits guides, des esprits missionnaires, qui viennent de temps en temps nous apporter des enseignements, nous expliquer les lois de la nature et nous aider donc à avancer vers eux. Et c'est comme ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour ce cours, que nous puissions comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et qu'ils puissent être utiles pour les esprits qui pourraient nous accompagner ce matin. Voilà. Alors attendez, je ne vois pas la salle d'attente. Si, là, il n'y a personne, c'est bon. Donc, vous devez en principe voir mon écran. Donc, ça y est, on est en octobre. Hein. Et donc, dimanche 1er octobre, on va voir, après avoir vu la loi du progrès, loi de société, loi du travail, on va voir la loi de destruction. Non, après avoir vu la loi de destruction la semaine dernière, on va voir aujourd'hui la loi de conservation. Donc, toutes ces lois, entre guillemets, font partie des lois divines ou lois naturelles, les lois de la nature, hein, qui gouvernent à la fois le monde incarné et le monde spirituel, et qui sont résumées, enfin, qui sont détaillées plutôt dans le livre 3e du livre des esprits. Hein. Et donc, on peut les considérer un peu comme c'est des lois morales qui sont basées sur la logique et sur les propres lois de la nature. On peut les considérer comme étant universelles, hein, à cela près que notre perception et notre compréhension de ces lois, elle est toujours relative à notre niveau d'évolution. Hein. Charles, il me Oui. semble que l'écran ne s'affiche pas. Ou alors j'ai Oui, fait on une n'a rien fausse pour manip. l'instant. L'écran ne s'affiche pas. Ben, écoutez, je vais Pas encore. réessayer. Tu fais bien de le dire. Ah, voilà, maintenant ça devrait s'afficher. Et puis, effectivement, il y a mon écran qui s'est nouveau mis en bazar. Mais voilà, on le récupère. Donc là, maintenant, vous le voyez. Hein, 1er octobre, loi de conservation. D'accord? Oui, c'est ça. Et on va regarder un peu plus comment cette loi de conservation est liée à ces questions d'instinct et d'intelligence. D'accord? Parce que la conservation, effectivement, on la voit souvent employée dans l'instinct de conservation, l'instinct de préservation. Donc, c'est ce qu'on va détailler un petit peu aujourd'hui. Et vous voyez donc dans les semaines qui viennent, on continuera toujours sur ces mêmes lois morales, hein, ou lois naturelles, ou lois divines, par la loi d'égalité, la loi de reproduction et la loi de justice, d'amour et de charité qui sera la dernière, mais qu'on détaillera en trois parties, hein, la perfection morale, numéro 1 et numéro 2. C'est là où vraiment on aura qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse si on veut vraiment évoluer et avancer. D'accord? Alors, donc, je vais enlever ça. On va arriver ici, loi de conservation. L'instinct et l'intelligence, donc on va définir qu'est-ce que c'est que l'instinct, hein, qu'est-ce que c'est que l'instinct de conservation plus en particulier, et qu'est-ce que c'est que l'intelligence. On va expliquer la différence entre l'instinct et l'intelligence, et on va aussi établir le lien entre le nécessaire et le superflu dans la vie humaine. Le nécessaire et le superflu, ça c'est quelque chose une partie du livre des esprits que j'aime bien, parce que bon, on est vraiment confronté à ça dans le quotidien, quoi. Et principalement aujourd'hui, hein, où on voit que les ressources de la Terre s'épuisent, donc il va falloir effectivement qu'on regarde de beaucoup plus près qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui est superflu. Voilà. Alors l'instinct, qu'est-ce que c'est que l'instinct? Eh ben, l'instinct, c'est une force occulte qui sollicite les êtres organiques à des actes spontanés et involontaires, principalement en vue de leur conservation.
Hein. Donc, vous voyez, c'est des actes spontanés et involontaires. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intervention de la volonté et il n'y a pas non plus l'intervention de la réflexion ou de l'intelligence. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'instinct, on le retrouve surtout, on peut l'observer surtout chez les animaux. Hein. Même les animaux domestiques, hein, et parfois, même si on les éduque, hein, parfois l'instinct parle plus fort. Hein. On le voit un peu partout. Hein. Donc l'instinct essentiellement de préservation, hein, quand l'animal a peur, eh ben, il court, il essaie de se mettre à l'abri. L'instinct de conservation aussi, ben, pour manger, quoi. C'est en général par là qu'on arrive à les éduquer. L'instinct de conservation de l'espèce aussi, par l'instinct de reproduction, qu'on verra un peu plus tard. Hein, la loi de reproduction, on la verra la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, c'est spontané et involontaire. D'accord? Alors, est-ce que chez l'être humain, il y a aussi encore des instincts? Oui, hein, on en a toujours, même si chez l'être humain, au fur et à mesure qu'on évolue, d'ailleurs même chez les animaux, hein, au fur et à mesure qu'on les éduque, les animaux domestiques du moins, ben, la part de l'instinct va se réduire, hein, et la part comment dire, d'intelligence, elle va augmenter. D'accord? L'instinct de conservation, qu'on nous dit, question 702, est spécifiquement lié à la survie et à la reproduction des espèces. D'accord? C'est une loi de la nature et il est donné à tous les êtres vivants, quel que soit le degré de leur intelligence. Chez les uns, il est purement machinal, chez d'autres, il est raisonné. Donc, l'instinct de conservation, alors, c'est là où ça contredit peut-être un petit peu ce qui est écrit au-dessus, hein, puisque l'instinct, il est spontané et involontaire, donc il n'est pas raisonné. Mais au fur et à mesure que l'intelligence vient remplacer cet instinct, hein, ben, voilà, l'animal, en fait, c'est ce que m'a dit un jour, je ne sais pas si c'était un vétérinaire ou quelqu'un qui est spécialiste du comportement canin, hein, les animaux, pour eux, c'est où je mange, où je crève. Hein, et c'est pour ça qu'il y a des animaux qui ont cet instinct très poussé et qui, dès qu'ils trouvent quelque chose, ils le mangent, voilà, purement par instinct, même si ils en ont, voilà, s'ils ont reçu leur gamelle et leur repas normal. Hein. Et à partir du moment où il devient raisonné, ben, c'est ce que devrait tout doucement faire l'être humain, c'est-à-dire, et là, donc, dans l'alimentation notamment, on parlait tout à l'heure du nécessaire et du superflu, c'est clair que pratiquement tous, on mange beaucoup de trop. Hein. C'est Emmanuel qui disait à Chico, faut manger la moitié. Hein. Et donc, on a nous-mêmes encore cette partie d'instinct. Alors, l'instinct, la nature est bien faite, hein, c'est-à-dire que le fait de s'alimenter nous procure une satisfaction, hein, ou un plaisir, pour ainsi dire. Et c'est ça qui fait que on s'alimente. Hein. En fait, c'est pour notre conservation. Mais ben, voilà, au fur et à mesure, c'est sûr que ça représente aussi, si on n'y met pas un peu de raisonnement, on a tendance parfois à abuser de l'alimentation, ce qui n'est pas, au lieu de nous conserver, au contraire, ça nous cause du tort. Hein. Voilà. Donc, question 702. Alors maintenant, l'intelligence, par comparaison avec l'instinct, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence se révèle par des actes volontaires, réfléchis, prémédités, combinés, selon l'opportunité des circonstances. Donc on voit que on est à l'opposé de l'instinct. Hein. On voit bien que l'instinct et l'intelligence, ce sont deux choses qui marchent un peu dans... Enfin, on voit bien les différences, hein, l'instinct qui est irréfléchi, spontané, involontaire, par rapport à l'intelligence, hein, qui, elle, est réfléchie, préméditée, combinée, etc., hein, et volontaire. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais, au fur et à mesure de l'évolution, au fur et à mesure du développement de l'intelligence, l'instinct se réduit
et l'intelligence, entre guillemets, remplace l'instinct. Hein. Alors, on a toujours, nous, encore en nous, de l'instinct, l'être humain, par exemple. Quand est-ce qu'un instinct se manifeste chez nous, chez l'humain? Ben, on parlait tout à l'heure de la peur. Hein. Quand on a peur, le premier réflexe, c'est de partir en courant. Donc, en fait, on a ce même instinct de conservation lié à la peur, hein, qui ressemble à cet instinct, qui est encore le pendant, hein, le même instinct que celui qu'on retrouve chez les animaux. D'accord? Et par exemple, la peur, c'est quelque chose qui peut aussi s'éduquer, entre guillemets, et être remplacé par l'intelligence. Hein. En général, on a peur de quoi? On a peur de choses qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens ont peur de la mort, hein, donc ça c'est aussi quelque part quelque chose qui les pousse à l'instinct de conservation. Hein. La peur de la mort. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont peur de la mort? Parce que ils savent pas ce que c'est que la mort, ils savent pas ce qui se passe, ou ils pensent que c'est le néant, ils ont des idées erronées sur la mort. Alors que le spirit, en principe, hein, comme il sait mieux ce que c'est que la mort, il ne devrait pas avoir cette même peur. Hein. Même si, d'un autre côté, il est conscient qu'il faut quand même qu'il profite un maximum de ce corps qui lui a été donné dans cette incarnation, donc qu'il le conserve, hein, mais plus avec de l'instinct, là, avec de l'intelligence, hein, pour pouvoir en profiter un maximum pour l'évolution de son esprit ou de son âme. D'accord? Mais en principe, le spirit ne doit plus avoir peur de la mort. Il peut avoir peur de la souffrance, il peut avoir peur de est-ce que je vais me retrouver à nos solars, est-ce que je vais me retrouver dans le seuil. Il peut avoir peur d'un certain nombre de choses, hein, qu'il n'ait pas sa conscience pure ou qu'il n'ait pas eu le temps de tout finir ce qu'il voulait faire en tant qu'incarné. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent un peu nous travailler. Mais on sait très bien que quand on meurt, c'est pas la fin de tout. Notre âme se dégage, qu'elle se réincarnera plus tard, etc. Donc, ça fait partie d'un processus naturel de la vie. Et le fait de savoir doit, en principe, sinon supprimer, du moins réduire cette peur. Je peux citer un autre exemple que je cite tout le temps, que j'ai certainement déjà cité, mais je le répète ici parce qu'il est de circonstance. Quand il y a une explosion ou un feu, en général, on part en courant. Hein. Mais le pompier, lui, non, il part pas en courant. Au contraire, il fait face et il éteint l'incendie, hein, ou il illumine les risques d'explosion. Et quelle est la différence entre nous et le pompier? C'est que le pompier, puis je suis passé par là d'ailleurs quand j'étais jeune, avec les formations de pompiers, on nous apprend que pour avoir un incendie, il faut un combustible, un comburant et de la chaleur, et que si on veut combattre l'incendie, il faut combattre un des trois éléments qui sont nécessaires à ce que l'incendie se produise. Hein. Donc, le pompier connaît les risques, il connaît aussi les matières explosives, il connaît, voilà, c'est par sa formation. Donc, si vous voulez, il a remplacé l'instinct par l'intelligence. Et au lieu de partir en courant, non, il a même accepté le métier, la mission d'y faire face et de réduire le danger pour les autres personnes. D'accord? Donc, c'est un deuxième exemple de comment l'intelligence, au fur et à mesure de notre évolution, remplace l'instinct. Mais on en gardera toujours un peu de l'instinct. Stéphane? Pour reprendre, tu parlais d'instinct de conservation et par rapport à des peurs aussi. Et donc, avec l'exemple du pompier, c'est vrai que du coup, on pourrait dire que cet instinct, il s'éduque. Il y a aussi certaines peurs qui sont inscrites en nous, par rapport à des événements traumatiques qu'on ne peut pas partager avec d'autres, du présent, voire de vie antérieure. Oui, Donc là, on est dans une forme d'instinct, mais par exemple, peuvent avoir peur des araignées, on pourrait dire que c'est pas rationnel, mais voilà. Ou d'autres événements traumatiques, qu'on peut avoir vécu. C'est vrai que on a l'impression qu'on est en danger, en fait, alors qu'il y a pas c'est ça. forcément un danger. C'est vrai que c'est des situations aussi un peu particulières. C'est ça. Et alors, par rapport au traumatisme passé, bon, c'est vrai que bon, qu'on peut d'ailleurs passer, pas forcément dans cette vie, hein, ça peut être dans une vie antérieure. Hein. Freud, lui, il ramène tout à l'enfance. Le spiritisme, il ramène les choses sur une durée beaucoup plus longue. Hein. Par exemple, une personne qui est morte ensevelie peut avoir dans la vie suivante de la claustrophobie. Une personne qui est morte noyée peut avoir une phobie de l'eau. Donc,
Là aussi, le fait de connaître le lien de cause à effet permet aux thérapeutes, hein, psychiatres, psychologues ou psychothérapeutes, de faire le lien et donc d'essayer de travailler ça chez la personne pour essayer de réduire ces phobies qu'elle peut avoir. Hein. Et là aussi, je peux citer un exemple, je crois que je l'ai déjà cité aussi. Hein, je suis passé plusieurs fois dans des IRM. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par un IRM, mais bon, moi, il faut que je plie un peu les épaules pour rentrer dans le tube, hein, tellement le tube est petit, il est long. Hein. On vous met une cage sur la tête, et puis quand vous avez la tête au milieu, il y a cette machine, ce barouf. Et pourtant, on vous met un casque avec de la musique douce et tout. Hein. Eh ben, il y a des moments où j'étais limite de taper des pieds pour leur dire sortez-moi de là, quoi. C'est vraiment, pour ceux qui sont un peu claustrophobes, et puis c'est mon cas, difficile à supporter. Jusqu'au jour où, il n'y a pas si longtemps, donc j'ai dit à l'opérateur de la machine, je lui ai dit écoutez, ne me laissez pas trop avec la tête au milieu, arrêtez parce que j'appréhende un peu. Et il m'a répondu, mais mon cher monsieur, vous savez, il n'y a jamais personne qui est resté coincé dans un appareil comme ça. Et ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, punaise, mais effectivement, il a raison. Hein. Et rien que ça, maintenant, ben, ça va beaucoup mieux pour rentrer dans ces machines-là, quoi. Hein. Même si avec le progrès, voilà, les diamètres sont de plus en plus gros, c'est de plus en plus court. Il y a même des appareils IRM, mais bon, il n'y en a pas partout. Il faut aller à Strasbourg, je ne sais où, qui sont ouverts exprès justement pour les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne les supportent pas. Donc là aussi, vous voyez, l'éducation, ça peut aussi s'aider par les psychothérapeutes peuvent aussi, ou les psychologues peuvent aussi utiliser des techniques comme l'hypnose hein, pour essayer de nous rassurer par la suggestion. Voilà, il y a différentes méthodes pour justement surmonter ces phobies qui viennent effectivement aussi de cet instinct de conservation à la base. Daniel? Oui, c'est un peu comme si dans un événement dangereux, on manifestait dans l'ordre ce qu'on a acquis au fil de nos évolutions dans différents règnes. D'abord, on mobilise l'instinct. Par exemple, on peut se réveiller la nuit quand notre immeuble est en feu. Notre instinct va nous réveiller, on va vouloir fuir. Puis, Oui. on va entendre un cri et puis ben, notre raison va faire qu'on ne va pas laisser l'autre et qu'on va lui donner un coup de main. Et puis après, notre intelligence, on va peut-être mouiller un linge ou des serviettes pour se les mettre dessus, aller chercher d'autres. C'est comme si vraiment on manifestait dans l'ordre tout ce qu'on a acquis au fil des évolutions qui nous permettent de pas gérer les choses en automatique, mais d'y mettre notre humanité pour réussir soit à sauver sa vie, soit à aider à la conservation des vies d'autrui. Tout à fait. Si tu donnes un très bon exemple, Daniel, de comment hein, le développement de l'intelligence, ben, quelque part, il agit ou il interfère sur l'instinct qui vient naturellement. Et donc, nous, êtres humains, c'est vrai que malgré l'intelligence qui commence à se développer, hein, on va être humble, on a toujours encore de l'instinct. Alors, est-ce que l'instinct qu'on a chez nous dans l'être humain, c'est une mauvaise chose? Non, parce que l'instinct venant, entre guillemets, de la nature, en général, l'instinct, il est bon. Hein, il faut savoir aussi écouter cet instinct qui sommeille encore en nous, parce que beaucoup de personnes, justement, ont tendance à surestimer leur intelligence. Hein, et donc, par cette surestimation de l'intelligence, ben, ils prennent des risques sans le savoir, hein, par ignorance, parce que leur intelligence n'est pas assez développée, et donc peuvent, par exemple, succomber à quelque chose. Hein, alors que s'ils avaient écouté leur instinct, ils auraient peut-être survécu. Voyez. Donc, c'est là où on est dans un processus euh, évolutif. Hein, l'intelligence, on est loin de tout savoir, loin de tout comprendre, hein, et que ben, dans les choses où on n'est pas sûr, hein, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir et il vaut mieux peut-être suivre ou écouter son instinct, ce qui vient naturellement par le biais de cet instinct qu'on a encore en nous. Michel?
Alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que l'orgueil et l'intelligence sont assez proches, de même que l'instinct et l'humilité sont assez proches? Alors, là, tu fais, je dirais, dans une première étape, tu as raison, hein. Dans une deuxième étape, c'est l'inverse, d'accord? Parce que si on raisonne, par exemple, l'égoïsme, quels sont les plus grands défauts de l'être humain? C'est l'égoïsme et l'orgueil, d'accord? Alors, d'où vient l'égoïsme de l'être humain? D'où est-ce qu'il vient cet égoïsme? Plutôt de l'instinct. Voilà, hein. L'égoïsme, ça peut venir justement de la peur de jamais avoir assez pour soi, de jamais être assez en sécurité. Non, moi je veux ma sécurité, que l'autre reste loin, ou moi je mange même si l'autre il a rien à manger, parce que les animaux, on pourrait presque dire, hein, quand des animaux se disputent quelque chose à manger, si ce serait chez les humains, on pourrait presque parler d'égoïsme. Tu vois, c'est là où on voit, on peut faire le lien, c'est très proche, mais en fait, ça ne l'est pas, hein, c'est après, donc dans un premier temps, effectivement, on peut se dire que l'instinct laisse en nous l'égoïsme. Alors l'orgueil, bon, c'est peut-être un peu différent. L'orgueil, c'est au fur et à mesure que l'intelligence se développe, par exemple, bah, qu'on la surestime. On surestime notre intelligence, nos capacités, voilà, ou quand on a trop d'estime de soi. Bon, l'orgueil, c'est un peu plus compliqué à définir d'où il vient. Mais l'égoïsme, hein, on peut, hein, même en comparant par rapport aux animaux, ça vient de là. Pourtant, le lion, lui, il se bat pas pour le piquer aux autres. Chacun se bat pour survivre. Tu vois? Ce qui fait que, vu de nos yeux, on pense que c'est de l'égoïsme, mais le lion, il n'a pas encore, je dirais, l'intelligence pour qu'il ait volontairement des attitudes égoïstes. Tu vois, l'instinct, c'est ils se disputent leur repas de façon, comment il dit, spontanée et involontaire. Et l'égoïsme, c'est quand tu commences à apporter de la réflexion et donc que tu adoptes les mêmes comportements, hein, d'aller piquer les choses de l'autre, hein, ou de tirer tout à toi et de rien laisser aux autres, mais déjà de façon, avec une partie de ta volonté, tu vois. Et alors, quand je disais que dans un deuxième temps, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la vraie intelligence, hein, celle qui s'accompagne aussi de la bonté, développe au contraire les valeurs inverses, hein, l'abnégation, la charité, l'altruisme, la fraternité, etc., hein. C'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, hein, maintenant, depuis une dizaine d'années, c'est de plus en plus en vogue. C'est une forme d'intelligence, hein, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être égoïste, hein. Et donc, l'intelligence, plus elle se développe, hein, plus notre esprit évolue, eh ben, on sortira de ces choses, de l'instinct, pardon, de l'égoïsme et puis de l'orgueil, pour aller vers les valeurs inverses, hein. Donc, un peu d'intelligence. Qui c'est qui disait ça? Ouais, je ne sais pas si c'est Pasteur, ouais, il me semble que c'est Pasteur. Un peu d'intelligence éloigne de Dieu et beaucoup d'intelligence en rapproche. Tu vois? Et on pourrait utiliser ça pour dire un peu d'intelligence développe l'égoïsme et l'orgueil, et beaucoup d'intelligence, au contraire, nous fait aller vers ces valeurs universelles et spirituelles, quoi. Voilà. D'accord. Merci, Charles. Mais de rien. Voilà. Alors, on continue. Donc là, on est toujours dans la Genèse, hein, chapitre 3. Donc, Kardec, il en parle dans le livre des Esprits, mais il développe beaucoup cette question-là dans la Genèse, hein, notamment ce chapitre 3. Alors, il nous dit, dans les actes instinctifs, il n'y a ni réflexion, ni combinaison, ni préméditation. D'accord? On ne réfléchit pas, hein, on part en courant, on ne réfléchit pas. Même s'il y a un précipice au bord, qu'on court, on tombe dans le précipice, c'est parce qu'on ne réfléchit pas. À moins qu'en approchant le précipice, il y a le deuxième instinct qui se met en route pour surmonter le premier, qui nous fait dévier du précipice.
mais moi je vois les petits chiens quand je les promène, hein, s'il y a quelque chose qui leur fait peur, je dirais, sur le trottoir, ben, ils vont immédiatement courir sur la route sans chercher à savoir que sur la route, il y a des voitures qui sont beaucoup plus dangereuses que ce qui leur fait peur sur le trottoir, hein. Donc ça, c'est typiquement l'instinct qui est irréfléchi, hein. C'est pour ça, heureusement, qu'on a des laisses pour les retenir, hein, parce que autrement, voilà, livrés à eux-mêmes, ils survivraient pas forcément longtemps. Et pourtant, c'est l'instinct de survie, hein. C'est parce que, ben voilà, l'influence de l'homme, les voitures qui roulent toujours trop vite, entre guillemets, dans les rues, etc., ça ne faisait pas partie de la nature pendant les millénaires où l'instinct s'est développé en eux, hein. Donc, ni réflexion, ni combinaison, ni préméditation. C'est ainsi que la plante cherche l'air. Alors, vous voyez, il parle même d'instinct chez les plantes, hein. Ça va un peu. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'instinct chez les plantes ou pas? Oui, ben, la plante aussi, elle cherche à survivre, hein, en cherchant l'air, en se tournant vers la lumière, hein, le tournesol. Alors, c'est sûr qu'au niveau des plantes, les études montrent que ben, voilà, la photosynthèse fait que au niveau des cellules et tout, ben, il a tendance naturellement à s'orienter vers le soleil, hein. On arrive à expliquer, entre guillemets, cet instinct, hein. Dirige ses racines vers l'eau et la terre nourricière, hein. Que la fleur s'ouvre et se referme alternativement selon le besoin, hein. C'est par l'instinct que les animaux sont avertis de ce qui leur est utile ou nuisible, qu'ils se dirigent selon les saisons vers les climats propices, hein, donc les migrations, hein. Que les sexes se rapprochent, hein, pour la reproduction, la conservation des espèces, que la mère couve ses petits, hein, que ceux-ci cherchent le sein de la mère pour s'alimenter. Tout ça, donc, ce sont des exemples de réactions instinctives, hein. Ensuite, chez l'homme, hein, l'instinct domine exclusivement au début de la vie. C'est par l'instinct que l'enfant fait ses premiers mouvements, qu'il saisit sa nourriture, qu'il crie pour exprimer ses besoins, qu'il imite le son de la voix, qu'il s'essaye à parler et à marcher. D'accord? Donc, surtout chez l'enfant, hein, mais pas que. Chez l'adulte même, certains actes sont instinctifs, tels sont les mouvements spontanés pour parer à un danger, pour se tirer d'un péril, pour maintenir l'équilibre. D'accord? Donc, voilà donc ce qu'on peut trouver comme instinct donc, partout dans la nature. Et c'est ce fameux instinct de conservation. D'accord? Alors, à l'inverse, hein, donc l'intelligence est incontestablement un attribut de l'âme, hein, et pas du corps physique. L'intelligence est un guide sûr, pardon, l'instinct est un guide sûr qui ne trompe jamais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'intelligence, par cela seule qu'elle est libre, est parfois sujette à erreur. Et parfois, je dirais même assez souvent, hein, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a, enfin bon, c'est... il y a des gens, en utilisant leur intelligence, qui font des choses terribles, quoi, hein. Voilà, même souvent sujette à erreur, hein, parce que notre intelligence, elle est relative. On ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout, et si on n'a pas l'humilité de le reconnaître, on est sûr de notre coup, alors qu'en fait, notre coup, il est tordu, hein, et ça ne fonctionnera pas. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'intelligence se développe, hein. On essaye, on se trompe, on en subit les conséquences, souvent par des douleurs, et ensuite, hop, après un certain nombre de répétitions, hein, selon notre entêtement, on finit par comprendre et puis par compléter notre intelligence, hein, pour ne plus répéter la même erreur, hein. Voilà. Alors, l'acte instinctif n'a pas le caractère de l'acte intelligent. Il révèle néanmoins une cause intelligente essentiellement prévoyante. Alors, cette cause intelligente essentiellement prévoyante, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les lois de la nature ou les lois divines. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. Voilà. Alors, on continue, toujours dans cette loi de conservation, la question 704.
Dieu a donné à la nature toutes les ressources pour assurer la survie des êtres vivants sur la planète. Bon, c'est une affirmation. Dieu n'a pu donner à l'homme le besoin de vivre sans lui en donner les moyens. C'est pourquoi il fait produire à la terre de quoi fournir le nécessaire à tous ses habitants. Car le nécessaire seul est utile, le superflu ne l'est jamais. Alors là, on rentre dans ce débat entre le nécessaire et le superflu qui est, entre guillemets, assez chaud et voire même par moments impopulaire. À votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'on est plutôt dans le nécessaire ou plutôt dans le superflu? Daniel? Il suffit de voir ce qu'on jette en nourriture, en vêtements, en invendus, pour voir qu'on produit plus que ce qu'on a besoin, de regarder le marketing, où on existe, si on a tel objet, tel mode de vie. On peut se dire que pour une partie du globe, on est dans un grand superflu au détriment d'une autre partie du globe qui nous fournit des ressources, mais que totalement, comme ces ressources, elles appartiennent à toute l'humanité, on se met dedans. Donc, je dirais que c'est quelque chose qu'on a dans notre tête, en fait. Est-ce qu'on veut plus au détriment des autres ou est-ce qu'on veut revenir à quelque chose de raisonnable? Voilà. Et puis, quand tu parlais de l'autre partie du monde, je crois qu'on peut dire sans hésiter que cette autre partie du monde manque du nécessaire. Oui. Hein, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas les alimentations, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de travail. Hein. Alors, on sait qu'en répartissant autrement, on pourrait résoudre ça. On a les moyens aujourd'hui en réinvestissant, mais ce n'est pas le choix qu'on fait. Et c'est là qu'on voit toute l'importance de la morale. Qu'est-ce qui fait qu'on veut plus? Et certainement, c'est lié à des positions morales, d'être supérieur ou de la souffrance qui fait que on a des blessures qui font qu'on veut compenser. Il y a derrière tout le spiritisme qui vient là avec son enseignement et qui est fort utile. Alors, comment dire? Effectivement, c'est quoi qui nous pousse au superflu? C'est l'égoïsme, hein, encore une fois. Hein. Et donc, c'est là on voit comme toutes ces choses sont liées. Alors, Stéphane a aussi levé la main. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, la question du superflu, elle se voit à travers tous les déséquilibres sociaux, donc toutes ces personnes qui sont exploitées pour de francs 6 sous, les équilibres environnementaux, la planète, elle appelle au secours là en ce moment avec tous nos abus et bien sûr, des déséquilibres, de nature économique puisque la concentration des richesses à tous les niveaux, hein, traduisent ces abus en fait. Ben, exactement. Hein, aujourd'hui, bon, ben, on commence effectivement à se rendre compte que bon, on était à l'époque de Kardec, on était 1,5 milliard hein, d'humains sur la Terre. Quand je suis né en 1960, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Hein. S'il n'y avait que cette augmentation, ça irait encore. Mais quand je vois l'énergie, par exemple, que je consommais ou qu'on consommait quand j'étais jeune, hein, et c'était 3, 4, 5 fois moins que celle qu'on consomme aujourd'hui. Donc, 3 fois plus de population, plus qui consomme 5 fois plus, ça fait 15 fois plus. Il y a un moment donné où on comprend bien que voilà, la Terre n'ayant que 6 000 km de rayon, hein, 12 000 km de diamètre, ben, les ressources sont limitées et aujourd'hui, ben, on s'en rend effectivement de plus en plus compte. Et que donc, on ne pourra pas continuer comme on continue à consommer comme on continue à consommer aujourd'hui. Et les modèles économiques eux-mêmes, hein, il y a un des grands théoriciens de la science économique qui s'appelle Jean-Baptiste Say, hein, qui était il a écrit en 1803 dans un livre dont je ne me rappelle plus le titre, que
les ressources de la nature sont gratuites et illimitées. La science économique n'a pas à s'en occuper. Et donc, ce précepte, qui est donc aujourd'hui manifestement faux, on s'en rend compte, est toujours encore à la base du modèle économique. Hein, la nécessité de croissance, de circulation de l'argent, etc., est tout basé sur ce précepte qui est faux. Donc, on voit très bien que ça ne pourra pas durer longtemps comme ça, surtout que maintenant, on commence à toucher aux limites de notre planète. Hein. Limite au niveau des ressources naturelles, hein, on parle beaucoup de lithium, etc. Le pétrole et le gaz, ben, on a déjà passé le pic, maintenant ça va commencer en décroissant. Alors on arrive à courir après parce qu'on a des voitures qui consomment moins, parce qu'on isole les maisons, parce qu'on fait un certain nombre de choses. On a des voitures électriques ou des vélos électriques ou autres. Hein. Mais c'est clair que il va falloir qu'on change de façon drastique nos modes de vie, qu'on fasse une bonne révision entre le nécessaire et le superflu, hein, pour arriver à un mode de vie plus durable, pour assurer, alors là, c'est plus l'instinct de conservation de chacun individuellement, mais c'est l'instinct de conservation pour l'humanité, si on peut s'exprimer ainsi, dans son ensemble. Et donc, c'est là où je me répète peut-être encore, hein, moi j'ai eu la chance de connaître ma grand-mère, hein, qui vivait de façon simple. Elle avait un fourneau à bois, hein, donc le bois qu'elle cherchait en forêt qui était pas loin à côté, dans lequel elle chauffait un réservoir d'eau pour mettre dans une bouillotte dans son lit avant d'aller dormir, parce qu'il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait rien. Donc, quand il faisait moins 10 dehors, ben, il faisait 5-10 degrés à l'intérieur. Et puis, elle avait sa couette avec du duvet, hein, récupéré aussi, hein, des animaux. Et puis, elle mettait la bouillotte dedans pour que quand elle se couche, voilà comment elle vivait. Hein. Et donc, elle n'avait pas de voiture. Il y avait déjà l'électricité, il y avait déjà quand même l'éclairage, un certain nombre de choses. Mais elle consommait 10 fois moins d'énergie que moi aujourd'hui. Hein. Voilà. Et pourtant, elle était heureuse, ça lui suffisait. Hein. Donc, quand on réfléchit, alors c'est sûr, elle n'avait pas d'ordinateur, elle n'avait pas des téléphones portables. Alors c'est là où on dit, bon, est-ce que tout ça c'est nécessaire ou superflu? C'est sûr que ce sont des outils qui sont très pratiques, quoi. Mais même ces outils-là, qui sont nécessaires, par exemple, pour faire ce qu'on est en train de faire, essayer de faire des choses utiles, combien de fois est-ce qu'on les utilise pour faire des choses qui sont nettement moins utiles et qui sont futiles? Hein. Voilà. Et donc, cette réflexion entre le nécessaire et le superflu, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on développe en nous, surtout maintenant, hein, avec le réchauffement climatique, le carbone que la nature a mis des centaines de millions d'années pour accumuler sous le sol. On est en train de, en 100 ans ou en 200 ans, rejeter tout ça dans l'atmosphère. Donc forcément, bah, toutes les conséquences. Aujourd'hui, la science le prévoit très bien, hein, l'augmentation de température. Des régions entières où l'être humain ne pourra plus survivre à cause de la chaleur. Même en Champagne, des travailleurs qui font les vendanges et qui meurent à cause du chaud. Hein. Donc ça c'est pas uniquement dans les pays tropicaux, c'est en plein été, en pleine canicule, ce sera chez nous aussi, hein, des températures qui excèdent ce que l'être humain peut supporter. Et donc, compte tenu de tout ça, c'est là où il faut qu'on utilise notre intelligence, mais dans le bon sens, hein, et qu'on combatte cet égoïsme pour vraiment avoir des modes de vie et de consommation beaucoup plus sobres que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je me mets en premier là-dedans. Hein. Je ne sais pas si, je ne crois pas que c'était ici que quelqu'un parlait du patron de Total. C'était toi, Stéphane? Je me souviens plus. Je ne sais pas si c'était ici. Voilà qu'on disait que. Et puis Non, d'ailleurs, c'est moi, Charles. Ah, C'était c'est moi, Charles. Fabrice, On en a ouais, pardon. ouais, dimanche dernier, ouais. Ils en ont parlé encore cette semaine à la télé, hein, en disant, ben voilà, Total, Shell, tout le monde se remet à investir pour trouver des nouvelles ressources de pétrole. Et tous disent, eh ben, on le fait parce que la demande, elle augmente ou elle est là. Hein. Donc, le raisonnement qu'on doit faire, c'est, ouais, on va les condamner, vous ne devez pas faire ça, etc. Non, non, ce qu'on peut faire, nous, c'est, parce que la demande, c'est nous. Réduisons déjà la demande, hein, et puis toutes ces choses-là, elles s'aligneront, ça suivra de façon naturelle et automatique.
d'accord? Hein, le jour où il n'y aura plus de demande, où ils ne pourront plus gagner de l'argent en vendant du pétrole, eh ben, ils feront peut-être des éoliennes, ils feront peut-être des choses qui sont plus durables. Hein. Donc, il faut vraiment cette lutte entre le nécessaire et le superflu, hein, cette mauvaise utilisation de l'instinct de conservation, donc poussé par ce qui nous reste encore d'égoïsme à consommer ou à accumuler trop de choses, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'il faut qu'on lutte contre. Alors Vincent, pardon, j'ai vu que tu avais la main levée. Ouais, j'avais juste. Moi, j'ai toujours un regard un peu décalé, comme tu as pu le constater, mais je pense qu'il y a aussi dans notre façon d'aborder ces sujets une culpabilité chrétienne. C'est-à-dire que nous sommes tous des pécheurs, nous devons rester soumis aux diktats des religieux et il faut se méfier un petit peu il faut savoir d'où on vient. Moi, j'étais surpris quand j'ai appris qu'en fait, des âmes vont se réincarner dans des pays où la vie est difficile pour expérimenter justement la difficulté de la frugalité. Et, par exemple, il y a des pays où ils sont très, très, très écolos, hein. Ils n'ont rien à manger, des fois, ils n'ont plus grand-chose à boire et ils font de la survie. Donc ceux-là sont les plus écolos de nous tous. Oui. Mais est-ce que c'est ça la voie? Ils sont écolos par nécessité, hein, parce qu'ils sont dans un milieu, dans un environnement où les ressources qui sont à leur disposition sont extrêmement limitées et pourtant ils survivent quand même. Donc, quelque part, entre guillemets, c'est un exemple. Hein. Bon, alors je ne dis pas qu'il faut que ça reste comme ça, hein, je suis quand même. On comprend bien que voilà qu'il faut travailler aussi dans le sens d'avoir un meilleur partage, une meilleure répartition. Hein. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui vraiment sont toujours limite, et puis d'autres qui restent dans l'opulence. Pour moi, clairement, c'est lutter contre le superflu, lutter contre cet égoïsme. Il n'y a que comme ça qu'on pourra assurer un avenir durable pour l'humanité. Hein. Si on continue comme on continue aujourd'hui à consommer, et je dis on, je m'inclus bien sûr dedans, hein, sans culpabilité chrétienne, hein, uniquement en regardant d'un point de vue purement scientifique les conséquences de notre mode de vie et de notre consommation sur notre planète, on sent bien que voilà, il y aura de plus en plus de tempêtes, de plus en plus de canicules, de plus en plus de typhons, et j'en passe. Donc, clairement, les conditions de la vie seront beaucoup plus difficiles. C'est pour ça que je répète souvent que le monde de régénération, ce ne sera pas un monde de confort matériel, hein, pas du tout. La question centrale, c'est quelle est la valeur de l'être humain? Qu'est-ce que nous accordons comme valeur? Voilà, et c'est l'être humain, en fait, c'est l'âme. Hein, et l'humain, donc le corps, la planète. Mais là, on est incarné, donc quelle est la valeur de l'être humain incarné? On se réincarne pour évoluer. Hein. L'âme a besoin de la réincarnation à notre stade d'évolution pour évoluer. Et justement pour développer les réflexions qu'on essaye de développer aujourd'hui, tu vois. Pour travailler contre l'égoïsme, pour travailler ta patience, par exemple. Il faut bien que tu te mettes quelque part où il y a quelqu'un qui va provoquer ta patience. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, comment tu voudrais la développer, hein? Donc, c'est ça, on se réincarne justement pour travailler à réduire notre égoïsme, à changer en altruisme, en fraternité, en partage, en charité, etc. Et à partir du moment où on a atteint un certain degré d'évolution, on n'est plus obligé de se réincarner. Donc, la valeur de l'être humain, c'est ça, c'est de permettre à nos âmes d'évoluer. C'est le but de la vie, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, c'est Stéphane qui a levé la main. Alors, voilà, je sais plus rien. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, ouais. Oui. Oui, il y a un micro qui est ouvert, je crois, chez quelqu'un. Je voulais juste dire que cette question de faire attention à l'environnement, etc., et d'écologie,
je pense que c'est à la fois une question de prise de conscience qui se joue à un niveau individuel et collectif. C'est inévitable. Mais individuel, j'ai envie de dire, une personne qui vit peut-être dans un pays du C'est tiers-monde, une comme on pouvait le catastrophe, dire. Du Fabrice? Tu Oui, as un vas-y. micro qui est ouvert là. Ouais. Et donc une personne qui vit dans un pays du tiers-monde, on dit qu'elle est écolo, mais en fait peut-être que dans l'état d'esprit, elle peut ne pas l'être. C'est-à-dire que si les conditions seraient différentes, peut-être que bon bah, elle ne se poserait pas la question de dire je dois faire attention. C'est Donc ça. peut-être que les conditions vont l'amener à réfléchir à ça. De la même manière que quelqu'un qui vit dans un pays riche et développé peut avoir un état d'esprit ouvert, écologique entre guillemets, pour protéger l'intérêt commun. Tout à Et fait. puis, on est quand même lié à un système. Je vais citer un exemple. Il y a une quinzaine d'années, je regardais l'origine des vêtements et j'essayais de ne pas prendre tout ce qui venait d'Asie. À un moment donné, j'ai pas eu le choix, en fait. Donc on dépend aussi du système dans lequel on est parce que bon, se vêtir, ça reste quand même un besoin élémentaire. Des vêtements produits en France, on peut en retrouver maintenant, mais bon, c'est pas non plus, accessible à toutes les bourses, j'ai envie de dire. Donc je pense que il y a des enjeux individuels et collectifs quoi qu'il arrive en réalité, quoi. C'est vrai. Et comment dire? Avec l'intelligence, on va y arriver, hein. La personne qui est dans un pays, au Soudan, ou voilà, ben, elle est obligée c'est par nécessité qu'elle est obligée de se serrer la ceinture, hein. C'est vrai que si cette personne-là, tu lui donnes des moyens, elle va très vite, elles peuvent, la plupart, très vite basculer dans l'exagération, hein, et dans le superflu. On en voit d'ailleurs beaucoup d'exemples, hein. Des jeunes qui naissent dans des bidonvilles, qui deviennent footballeurs et qui voyagent en jet privé. Voilà, des exemples, il y en a plein, hein. Donc, en fait, le système, comme tu dis, Stéphane, quelque part quand même, c'est nous qui le créons. D'accord? Le fait, par exemple, quand tu dis essayer de trouver des habits produits équitables ou autres, ben, tout ça, ce sont des réactions justement poussées par l'intelligence pour dire ben, on veut changer le système. D'accord? Le gouvernement, en fait, qu'on a, c'est la plupart du. On n'a que les institutions et les systèmes qu'on mérite, hein. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que, comment dire, qu'il faut que, si on veut changer le monde, le meilleur moyen, le plus sûr, le plus rapide et le plus efficace, c'est déjà de commencer à se changer soi-même, hein. Et donc, par nos actions qui changeront, l'exemple qu'on donnera, les autres qui changeront, petit à petit, toute notre société changera, hein. Ça, Kardec l'a dit et répété, Léon Denis l'a dit et répété encore beaucoup plus. Et, on le comprend, hein, voilà, ce système économique qui ne fonctionne plus, c'est pas une question d'intelligence ou de technologie, c'est tout simplement encore une question d'égoïsme, hein, d'orgueil, de jalousie, c'est tous ces sentiments-là, hein, qui font que moi d'abord, les autres, je m'en fiche, hein. C'est ça qui fait que ces systèmes, quelque part, se mettent en place, hein. On veut des habits, on veut qu'ils soient pas chers, donc ben, il y a des gens qui les produisent. Dans ces pays où il y a des gens qui les produisent, hein, moi j'ai vécu un moment au Brésil, hein, où on voit les travailleurs de la canne à sucre, ou alors hein, il y a 40 ans, c'était quand même assez compliqué. Mais comment dire, l'ouvrier qui travaille chez Coca-Cola au Brésil est beaucoup mieux servi que le pauvre paysan qui travaille dans la canne à sucre dans les champs, hein. Donc, voilà, il faut toujours aller chercher l'excès. Le fait que ça vienne d'Asie, en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est bah, des gens qui travaillent, des enfants ou 15, 10, 12 heures par jour, ou ce genre de choses. C'est là où, comment dire, les démarches éthiques, hein, ne bannissent pas des pays, ils bannissent plutôt des pratiques et des systèmes, quoi. Et donc là, on voit très bien comment, avec l'intelligence, on peut arriver à encourager, à mettre en place des choses pour aller dans le sens de l'amélioration. Voilà. Alors, Antoine? Oui, ça me rassure un peu ce que tu viens de dire, Charles. Mais par contre,
Vincent a parlé d'un truc qui reste quelque part chez moi comme un blocage. J'ai difficile de... Et attention, ça ne change rien, je ne suis pas dans le... Je continue à avancer, etc., même si j'ai des doutes. Mais j'ai difficile de concevoir qu'un Dieu d'amour puisse nous envoyer dans des pays comme pour l'instant l'Ukraine, la Russie, l'Irak, l'Iran, etc., tous ces pays en guerre ou même en Afrique où ils meurent de faim. Comment un Dieu d'amour peut nous envoyer dans des pays comme ça pour nous apprendre l'humilité et pour nous apprendre à gérer nos vies d'une façon un peu plus écologique? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression alors de revoir un Dieu comme celui de la Bible dans les écritures hébraïques, un Dieu de guerre qui punit. Voilà, je vois plutôt ça comme une punition. J'ai difficile de concevoir que ce soit quelque chose. Enfin, il y a d'autres moyens d'apprendre l'humilité que de nous envoyer dans la misère, quoi. J'ai difficile avec ça. Mais Antoine, c'est pas Dieu qui nous envoie dans la misère, c'est nous qui choisissons de nous réincarner au Soudan ou en Ukraine. Hein. C'est ceux qui sont réincarnés là-bas, la grande majorité d'entre eux, c'est eux-mêmes qui ont choisi d'y aller. Oui, mais ça aussi, j'ai Tu vois. difficile. Mais bon, Et c'est Dieu, pas grave. il nous laisse, Dieu, ben, il respecte notre libre arbitre. Il nous l'a donné. Il va pas nous le reprendre. Hein. Donc, il nous laisse. Il respecte notre choix. Tu vois. C'est Oui. pas lui qui nous oblige à nous réincarner en Ukraine ou au Soudan. Parce que là, on voit l'Ukraine, mais ce qui se passe au Soudan, c'est bien pire encore. Hein, et personne n'en Oui. parle. Donc, mais ceux qui se réincarnent là-bas, c'est la grande majorité d'entre eux ont choisi d'aller se réincarner là-bas. C'est un choix Ouais. personnel que chacun a fait. Et si là maintenant je n'ai pas envie d'y aller, moi, dans ma future vie, c'est bon, je n'irai pas. Ben non, Parce que ton j'ai libre vraiment arbitre pas. sera respecté. C'est pour ça que tu t'es réincarné en Belgique cette vie-là. Oui. Mais regarde le tortionnaire nazi qui a massacré des millions de juifs et tout. Lui peut très bien choisir de renaître au Soudan, tu vois, dans un but Oui. d'expiation, tu vois. D'accord. Oui, Et oui, ça va oui. Alors vu l'aider comme ça, c'est comment plus dire, doux. à effacer, tu vois, Oui, oui, ça va. à évoluer, quoi. C'est Vu lui comme qui ça, c'est choisit plus d'aller doux. là-bas. Hein. Oui, donc ce n'est pas une punition, c'est vrai, c'est une question de choix. C'est le RER. Hein. Hein, c'est quand on fait une faute, ben, il faut le repentir. Et encore, le repentir, il ne vient pas toujours tout de suite. Hein. Avant le repentir, il y a d'autres réactions comme le déni. Hein, c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas de ma faute. Hein. Ensuite, il y a une autre réaction qui est ben, on se culpabilise et on rentre dans la dépression et tout. Et c'est seulement après que vient le repentir sincère, positif, où on se dit voilà, je regrette, qu'est-ce que je fais maintenant, hein. Et donc, les étapes après le repentir, ben, c'est l'expiation, sentir dans ta peau ce que tu as fait souffrir aux autres. Comme ça t'aide à changer de disposition mentale et à jamais réincider la même chose. Et la réparation, c'est-à-dire réparer les torts que tu as commis. Et donc, notamment dans l'expiation, on peut très bien choisir de se réincarner en Ukraine ou dans des conditions difficiles. D'accord. Voilà. Merci. Mais de rien. Alors, Fabrice a réussi à revenir. Welcome back. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète. Hein. Avec l'intelligence qu'on a, avec la technologie qu'on a, on est tous bien d'accord qu'il y a largement de quoi donner le nécessaire à tout le monde. On est bien d'accord. Hein. Ce que disait Daniel tout à l'heure, rien qu'en éliminant le superflu, le gaspillage, rien qu'en éliminant le gaspillage, hein, ça pourrait déjà nourrir d'immenses pans de la population. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question d'altruisme, une question de charité, une question de sobriété, une question de durabilité, et en fait, une question d'intelligence, mais de l'intelligence spirituelle. Hein. D'accord ? Voilà. Alors, il continue en enfonçant le clou, la question 705, en disant « La terre produirait toujours le nécessaire si l'homme savait s'en contenter. Si elle ne suffit pas à tous les besoins, c'est que l'homme emploie au superflu ce qui pourrait être donné au nécessaire. »
en vérité, je vous le dis, ce n'est pas la nature qui est imprévoyante, c'est l'homme qui ne sait pas se régler. C'est très court, mais c'est super bien dit. Hein? Ah, Fabrice a des difficultés. D'accord? Donc, c'est super bien dit. Hein? La nature, elle nous donne tout ce qu'il faut. C'est l'homme qui ne sait pas se régler. C'est-à-dire se régler sur le nécessaire et bannir tout ce qui est superflu. Alors après, bon, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Moi, pendant que je travaillais, j'avais pas trop de temps de réfléchir à ça. Il y avait des déplacements, on y allait en avion, fallait ci, fallait ça. Aujourd'hui, je raisonne différemment, hein. C'est-à-dire que eh ben, l'avion, j'évite au maximum de le prendre. Hein. D'ailleurs, j'en ai plus pris depuis la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était pour le boulot. Là, je vais peut-être être obligé de le prendre pour traverser l'Atlantique pour aller au Brésil un de ces jours. Mais bon, c'est pour régler un problème là-bas. Et puis ensuite, bon, ben voilà, je préfère y aller par des moyens virtuels que de mettre 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère à moi tout seul, rien que pour y aller et pour revenir. Hein. Ici, ben pareil, la maison, bon, comment dire, l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein. Donc, j'ai fait isoler la maison par l'extérieur. Et puis, je suis allé chercher du bois dans la forêt à côté, hein, le garde champêtre. J'ai déjà réservé du bois pour l'année prochaine. Et puis, l'hiver dernier, j'ai pratiquement chauffé qu'avec la cheminée au bois. Hein. Donc, voilà. Et la voiture, bon, bah, j'ai une voiture maintenant qui est hybride. Alors, c'est sûr, tout ça, ça demande le fait d'avoir pris la retraite. Ça m'a permis justement d'utiliser les ressources que j'avais disponibles. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ça? Ben, faire des choses qui vont dans le sens, justement, d'avoir moins de consommation. Hein. La voiture qui est électrique, tous les petits, enfin hybride, rechargeable, tous les petits déplacements, je les fais avec l'électricité. Il n'y a plus que les longs trajets où je suis obligé comment dire, de suppléer avec de l'essence. D'accord? Et comme ça, petit à petit, voilà, j'essaye de faire le maximum pour réduire justement l'empreinte carbone, réduire la consommation, couper tout ce qui est superflu. Mais j'y arrive pas encore complètement. Hein. Vous voyez, j'aimerais bien perdre 5 kilos et j'y arrive pas. Et c'est tout simple, hein, il suffit de manger moins. Hein, mais c'est difficile. Hein. Là, je vous confesse que je n'y arrive pas. Hein. J'avais déjà perdu 15, mais j'aimerais bien en perdre 5 de plus. Et c'est difficile, hein, les derniers, là. Mais bon, je ne désespère pas d'y arriver un jour. Et quand on voit, même dans les lois économiques, hein, les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Bon, ils ont baissé entre-temps, mais si je mange moins, il y aura moins de demandes. S'il y a moins de demandes, le prix baisse. On est bien d'accord. Hein. Donc, on se rend compte avec l'intelligence de toutes ces petites attitudes qu'on peut avoir, hein, qui peuvent aider, contribuer à aller dans le bon sens. Même si je pense que le potentiel de superflu chez moi est encore énorme. Voilà. Mais bon, faut commencer. Il faut commencer à y travailler. Et c'est vraiment une attitude, il faut que ça vienne de nous. Hein, parce que le patron de Total, lui, il suit le mouvement. Hein. Tant qu'il y a de la demande, tant qu'il y a de l'argent à gagner, il va le gagner. Le jour où il n'y en aura plus, hein, et la demande, c'est nous. Hein, le jour où il n'y en aura plus, eh il ira bien faire autre chose. Voilà. Donc, c'est l'homme qui ne sait pas se régler. Et donc, faisons nos efforts pour essayer de savoir se régler, hein, pour éviter le consumérisme, pour éviter voilà, tous les exemples qu'on a pu citer. D'accord? Parce que la nature, elle, ce qu'elle nous donne avec la technologie qu'on a aujourd'hui, hein, l'autre jour, j'étais en avion, effectivement, il est passé au-dessus d'Israël. Et à Israël, dans le sud, vous avez le désert du Negev notamment, hein, où c'est des déserts immenses qui sont extrêmement arides. Et vous avez en rond comme ça, des champs immenses, hein, qui sont alimentés avec de l'eau qui est dessalée de l'océan. Ouais. Donc, la technologie aujourd'hui nous permet même de produire des aliments dans les déserts. Hein. Donc, alors c'est sûr, ça demande un peu d'énergie et tout. Il faut faire toujours les équilibres, etc. Mais avec l'intelligence, avec la technologie qu'on a, c'est sûr que les ressources que la nature nous donne,
on arrivera très facilement à faire de sorte qu'elle puisse servir décemment à tout le monde et que personne ne manque du nécessaire. Et c'est juste une question de volonté et d'arrêter avec cet égoïsme, de combattre tout ce qui bloque ces choses-là, donc la corruption qui génère les guerres, etc. Hein. J'avais fait une analyse l'autre jour pour une conférence. Hein. Il y avait à l'époque, hein, c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans déjà, 700 millions de personnes dans le monde qui ne mangeaient pas à leur faim. D'accord? Et quand on regardait où sont ces personnes, hein, je crois que 80% de ces 700 millions de personnes sont dans une dizaine ou une douzaine de pays. Et cette douzaine de pays, quand on regarde un autre classement qui est celui de la perception de la corruption, hein, de Transparency International, ils étaient tous dans les 2 dernières colonnes, c'est-à-dire les pays, les 80% des gens qui ne mangent pas à leur faim habitent dans des pays où il y a le plus de corruption. Donc on peut faire un lien direct en disant que voilà. Alors, on ne peut pas intervenir dans les pays, mais par exemple, et ça se fait de plus en plus, heureusement, hein, lutter, parce que pour qu'il y ait de la corruption, il faut toujours qu'il y ait un corrompeur et un corrompu. D'accord? Le corrompu étant dans le pays, on peut difficilement intervenir et tout. Par contre, le corrompeur, hein, qui est en général dans d'autres pays, là, il faut effectivement légiférer et puis bannir, criminaliser même toute attitude qui consiste à corrompre quelqu'un. D'accord? C'est le genre de raisonnement qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses. J'avais vu aussi, c'était hier, hein, il parlait des trafics de drogue. Hein. Il y a un journaliste là qui a fait des interviews, autant de drogués que de dealers, que de police qui luttent contre la drogue. Mais les dealers, ils sont clairs, ils disent pourquoi on le fait? Parce qu'il y a de la demande. Pourquoi est-ce qu'on produit de la cocaïne? Parce qu'il y a de la demande. Donc, un des moyens sur lequel on doit aussi agir, c'est sur la demande. Pourquoi il y a de la demande? Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont amenés à consommer des drogues? Et alors, ce qui m'a surpris, c'est que c'est pas que, des gens qui le profil du drogué typique qu'on peut se faire. C'est des gens qui ont des vies difficiles, qui ont du mal à joindre les 2 bouts. Il y a qui consomment de la drogue pour tenir le coup. Hein. Donc voilà, c'est là où il faut aller à la cause. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement de difficultés à joindre les 2 bouts au point qu'ils consomment de la cocaïne pour tenir? Là aussi, mettre en place les mécanismes qui leur permettent d'avoir d'éviter ça, quoi. Valérie? Oui, quand tu parlais tout à l'heure de l'empreinte carbone, j'écoutais aussi un intervenant à la radio dans la semaine qui disait manger local, c'est très bien, c'est ce qu'il faut avant tout. Par contre, le plus important, c'est de respecter aussi les aliments de saison, parce qu'il expliquait le cas des pommes, par exemple, où on pense manger, on dit il vaut mieux manger des pommes qui viennent de France, etc. Alors qu'en fait, si on les mange hors saison, elles sont restées des mois et des mois dans des frigos énormes qui consomment bien plus que si elles viennent par bateau d'un pays étranger. Donc, parfois, on pense faire bien et on est à côté de la plaque, quoi. Donc, c'est ça, et c'est pour ça qu'on a l'intelligence, pour justement faire ce genre de comparaison et ce genre de raisonnement et aller vers la solution la plus sobre. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui... non, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le dernier item. La terre produit assez pour nourrir tous ses habitants quand les hommes sauront administrer les biens qu'elle donne selon les lois de justice, de charité et d'amour du prochain. Ça vient de l'évangile selon le spiritisme. Et donc, clairement, c'est là la clé pour entrer dans le monde de régénération. On n'aura pas le même confort matériel qu'on aura aujourd'hui, mais on aura toujours le nécessaire. D'accord? Et avec l'intelligence, on pourra même travailler à améliorer ce nécessaire sans pour autant basculer dans le superflu. Donc on touche, et ça concerne chacun de nous. Hein.
les gouvernements, les patrons d'entreprise, etc., ne font que suivre le mouvement, la demande. Hein. Donc, nous, on a un rôle essentiel dans tout ça, qui est de faire cette analyse en permanence et puis d'aller, comme l'exemple de Valérie encore, hein, de réfléchir pour adopter les modes de consommation qui sont les plus adaptés. Voilà. Michel? En fait, la sobriété énergétique, c'est la sobriété de la demande et pas forcément de la production. C'est ça, du coup. Alors, si je comprends ton raisonnement, c'est ça, en fait. Hein. Oui, mais c'est parce que la demande, si tu n'as pas de demande, la production, elle ne sert à rien. La production s'adapte à la demande. Tu vois. On le voit pour l'électricité. Hein. Si la demande baisse, bon, ben, on arrête des centrales. Hein. On ne peut pas difficilement stocker l'électricité. Donc, voilà. Et donc, c'est pareil pour moi, je suis quand même parfois surpris. Hein, j'habite à côté d'une petite ville hein, qui est Belfort. Il y a quand même 50 000 habitants. C'est pas une ville énorme. Mais parfois, je suis surpris de voir la quantité de voitures, de véhicules qui circulent et tout. C'est vraiment impressionnant. Hein, c'est effrayant même, je dirais. Hein, comparé encore, il y a quoi? Il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Voilà. Alors, c'est sûr, on a les voitures, c'est pratique, etc. Mais moi, je vois la voisine hein, qui prend la voiture, donc c'est une grosse BMW, etc., pour emmener les gamins à l'école qui est à 400 mètres, quoi. Hein, donc, bon, ah ouais, mais après, je profite parce que je vais chercher ma baguette et puis machin, et puis bon, ok. Mais c'est là où on se dit, voilà, on a tous pris des habitudes, hein, beaucoup d'entre nous ont pris des habitudes, il faut vraiment qu'on se remette en cause, hein, parce que je dis toujours, hein, et j'utilise beaucoup les réflexions de Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait sa BD, là, Le Monde sans fin, qui est magnifique, hein, que je vous conseille. Et donc, lui, dans ses raisonnements, il nous montre vraiment, hein, c'est des comportements qui sont parfois absurdes hein, et qui ont une empreinte carbone incroyable, quoi. Voilà. Alors c'est marrant parce que vous voyez, on parle de la loi de conservation hein, et on voit donc ces notions d'intelligence et de nécessaire et de superflu qui y sont quelque part liées. Hein. La vraie loi de conservation, c'est on se limite au nécessaire. Hein. On n'a pas besoin du superflu. Le superflu, c'est comment dire un abus hein, donc, de cette loi de conservation, l'égoïsme ou sous d'autres formes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou de remarques? Alors Stéphane nous a mis une citation de, comment il s'appelle? Pierre Rabhi, hein, qui effectivement avait des modes de vie aussi assez sobres hein, et toujours de très bons conseils. J'adore. Voilà. C'est sûr que chacun amène sa petite pierre, chacun amène sa petite goutte d'eau, hein, et c'est comme ça que, en sommant, on y arrive. Je vais peut-être vous montrer vite fait aussi une image tirée de cette fameuse BD de Jean Covici qui explique bien toutes ces choses et les réactions humaines hein, de déni qu'on peut avoir, hein, parce que c'est vrai que quand je parle de ça, ben souvent, c'est quelque chose qui n'est pas du tout populaire. Hein. Les gens n'aiment pas du tout qu'on leur dise de serrer la ceinture. Hein. Est-ce que vous aimez quand on vous dit de serrer la ceinture, quoi? Donc là, vous voyez l'illustration avec Mère Nature. Hein. Alors attendez, c'est pas la bonne image. Ça doit être là. Le monde sans fin, Gaëtan, là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on l'a vu. C'est le monde sans fin. La couverture, elle est là. De John Blair. Voilà. Ou non, Jacques Covici. Oui,
Jean Covici, ouais. Bon, Jean Covici, vous trouverez des enregistrements partout. Et donc, alors, voilà. Mère Nature qui dit à l'être humain qui est là, hein, tu es en train d'épuiser mes ressources, mon petit. Hein, quoi? Quelqu'un m'a parlé? T'as entendu quelque chose, toi? Non? Croissance, PIB, toujours cette fameuse loi économique, hein, et tout. Moi, non, j'ai rien entendu. Non, moi, quoi? Non. Hein, donc, c'est la politique de l'autruche, le déni, quoi. Et l'image suivante, c'était... Enfin, voilà, elles ne sont pas dans la séquence. Hein. Il dit, maintenant, c'est une crise, donc on va réinjecter de l'argent pour relancer la consommation, pour machin. C'est ça qu'on entend dans l'économie d'aujourd'hui. Mais bon, la mère nature qui nous dit, ben, une crise, c'est un état transitoire. Et là, c'est pas transitoire. Hein. Les premiers chocs pétroliers étaient un avertissement. Mes ressources commencent à s'épuiser. Hein. Et puis l'être humain, croissance. Tu m'as parlé, hein, t'entends quelque chose, toi? Non. Hein, et ça illustre bien l'état d'esprit dans lequel on se trouve aujourd'hui. On a déjà reçu des avertissements et tout, mais bon, alors maintenant, si ça commence à changer, autant il y a encore quelques années, il y a des gens qui disaient non, tout ça c'est faux, c'est pas vrai, etc. Autant, ben, vous prenez les rapports du GIEC, enfin partout, on voit les tempêtes qui se multiplient, les canicules qu'on a, là, 32, 34 degrés en plein mois d'octobre. Bon, c'est clair, ça devient quand même de plus en plus évident. Hein. Et indiscutable. Et donc, ben, c'est là où il faut maintenant, ben, faisons ce qu'il faut. Et ce n'est pas que le gouvernement de faire, c'est à chacun de nous de faire. Hein, le gouvernement, il suivra ce que chacun de nous fait, hein, fera. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est les choses qui sont bien liées à cette question du nécessaire et du superflu. Vous avez une autre question encore ou une remarque? Non. Voilà, bon, ben, écoutez, en tout cas, ben, je vous remercie de votre participation. La semaine prochaine, on verra la loi d'égalité, hein, égalité naturelle et égalité des aptitudes. Hein, c'est aussi assez intéressant. Hein, donc, on a notre devise française qui est liberté, égalité, fraternité. Hein, et on essaiera donc d'analyser un petit peu mieux cette loi d'égalité. D'accord? Voilà, ben sinon, ben, je vous remercie infiniment. On va aussi remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous amener à ces réflexions, hein, que ces réflexions puissent nous aider à faire effectivement tout le nécessaire pour notre propre amélioration, notamment sur le plan moral, et qu'elles puissent aussi avoir aidé les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie Merci. infiniment. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci à toi, Charles. Merci Au revoir tout le beaucoup. monde. Merci Charles. Merci Bon Charles. dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Dimanche. Au revoir.